Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler des interactions fondamentales. Il y a seulement 4 types d'interactions fondamentales qui régissent les lois universelles de la physique. Il s'agit de l'interaction forte, de l'interaction faible, de l'interaction électromagnétique et enfin de l'interaction gravitationnelle. On peut maintenant se demander à quoi servent ces interactions. Tout d'abord, l'interaction forte assure la cohésion du noyau. Elle maintient les protons et les neutrons entre eux, ainsi que les quarks qui les constituent. Puis il y a l'interaction faible, qui est responsable de la radioactivité bêta et en partie de la fusion. C'est elle notamment qui permet aux étoiles de briller. Ensuite, l'interaction électromagnétique permet l'existence de phénomènes électriques et magnétiques. Et elle s'exerce par exemple lorsque vous prenez une poignée de châtaigne, quand vous téléphonez ou quand vous collez un aimant sur le frigo. Enfin, l'interaction gravitationnelle est l'attraction entre deux objets ou personnes qui ont une masse. Par exemple, sur cette image, l'étoile est attirée par le trou noir. Par ailleurs, pour qu'elles puissent agir, ces interactions sont véhiculées par des bosons. L'interaction forte utilise des gluons, l'interaction faible se transmet par l'intermédiaire des bosons W et Z, l'interaction électromagnétique agit grâce aux photons, et si on suit la logique, l'interaction gravitationnelle devrait également être véhiculée par des bosons, appelés gravitons, mais qui n'ont encore jamais été observés. Tout cela fait partie d'un modèle appelé le modèle standard. Voyons à présent quelques caractéristiques des interactions fondamentales. Tout d'abord, on a vu que l'interaction forte permettait la cohésion du noyau. C'est donc une force attractive qui s'exerce à l'échelle du noyau, soit 10 puissance moins 15 mètres. Et comme son nom l'indique, la valeur de cette force est très grande. Ensuite vient l'interaction faible, dont on ne peut pas vraiment dire si elle est attractive ou répulsive. Et comme elle s'exerce à l'échelle des quarks qui constituent les protons et les neutrons, elle s'exerce donc sur une courte portée, soit 10 puissance moins 18 mètres. Et puis comme son nom l'indique, la valeur de cette force est très petite. Ensuite, nous avons l'interaction gravitationnelle, qui est une force attractive et de portée infinie. Cela dit, si les objets sont très éloignés, l'interaction qui s'exerce entre eux est négligeable. La valeur de cette force est donnée par la formule proposée par Isaac Newton. La force ici est égale à G fois MA fois MB divisé par D au carré, avec F de A sur B la force exercée par le corps A sur le corps B, en Newton, avec MA et MB les valeurs des masses des deux corps, en kilogrammes, avec D la distance entre les deux corps, à exprimer en mètres, et enfin G est la constante de gravitation universelle, dont la valeur est la suivante. On remarque que plus la masse des corps est grande, plus la force d'attraction est grande, puisque les masses sont au numérateur. Et plus la distance est grande, plus la force est petite, car la distance est au dénominateur, donc moins les corps s'attirent. Enfin, la force électromagnétique, aussi appelée force coulombienne, est tantôt attractive, tantôt répulsive. Elle est attractive lorsque les particules sont de charge opposée et répulsive lorsque les particules ont des charges de même signe. Comme la force gravitationnelle, la force électromagnétique a une portée infinie et sa valeur est donnée par la formule suivante, F de A sur B égale K fois valeur absolue de QA fois QB divisé par D au carré. F est la force coulombienne exercée par la charge A sur la charge B en newton. K est une constante dont l'expression est la suivante. D est la distance qui sépare les charges en mètres. QA et QB sont les valeurs des charges A et B en coulombs. Et on n'oublie pas les valeurs absolues car les charges peuvent être négatives, mais la valeur d'une force est toujours positive. Par ailleurs, on remarque de fortes similitudes entre la force gravitationnelle et la force coulombienne. Tout d'abord, les deux comportent une constante, et les deux forces sont inversement proportionnelles à la distance au carré. De plus, les deux forces dépendent des caractéristiques des corps considérés, masse fois masse ou charge fois charge. Bref, tout ça se ressemble, et c'est beau la physique. Et si on compare ces interactions, on se rend compte que l'interaction forte est vraiment la plus forte, parce qu'elle est 100 fois plus intense que la force électromagnétique, et 10 millions de fois plus grande que l'interaction faible, et des milliards de fois supérieure à l'interaction gravitationnelle. À présent, voyons comment représenter ces interactions et commençons par la force gravitationnelle exercée entre deux corps massifs, par exemple la Terre de masse mt et la Lune de masse ml. On va représenter la force exercée par la Terre sur la Lune et comme c'est une force, on la représente par un vecteur. On commence par tracer la droite d'action qui relie les centres des deux corps célestes. La force F de T sur L s'exerce sur la Lune, c'est-à-dire que c'est la Lune qui la subit et la Terre qui l'exerce,
donc la flèche doit partir de la Lune, ici. De plus, comme la force est attractive, elle est dirigée vers la Terre. Et on n'oublie pas d'écrire le nom de la force avec une flèche car c'est un vecteur. Ensuite, nous pouvons représenter la force exercée par la Lune sur la Terre. La troisième loi de Newton, aussi appelée principe des actions réciproques, nous dit que c'est l'exact opposé du vecteur précédent. Et là encore, on pense à écrire le nom de la force. Maintenant, représentons la force coulombienne exercée entre deux charges opposées, par exemple entre un proton de charge QP, égal à la charge élémentaire, c'est-à-dire 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs, et un électron de charge QE, égal à l'opposé de la charge élémentaire, soit moins 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs. Représentons tout d'abord la force exercée par le proton sur l'électron. Comme tout à l'heure, nous avons besoin de la droite d'action reliant les centres des particules. Puis on sait que la force F de P sur E est exercée sur l'électron qui l'a subi, donc la flèche part du centre de l'électron. De plus, les charges sont opposées, donc la force est attractive. On met le nom de la force, puis on représente la force exercée par l'électron sur le proton. Là encore, Newton nous dit que c'est l'opposé de la force précédente. Et on ajoute son nom. Enfin, nous pouvons également représenter la force coulombienne exercée entre deux charges de même signe, par exemple un proton de charge Q1, qui est là encore égal à la charge élémentaire, et un deuxième proton de charge Q2, égal elle aussi à la charge élémentaire. Représentons maintenant la force exercée par le proton 2 sur le proton 1. Voici la droite d'action, et on trace une flèche vers l'extérieur car la force est répulsive entre deux charges de même signe. Et là, il s'agit de la force exercée par le proton 2 sur le proton 1. Nous pouvons aussi représenter la force exercée par le proton 1 sur le proton 2, et c'est l'opposé de la force précédente. Alors on la note F de P1 sur P2. Enfin, dans cette dernière partie de la vidéo, je vais présenter des exemples d'applications numériques des formules citées avant. Commençons par calculer la force exercée par la Terre sur la Lune. Pour cela, nous avons besoin des données suivantes: la masse de la Terre, la masse de la Lune, la constante de gravitation universelle, et enfin, la distance Terre-Lune. Et là, vous sentez venir le piège à 1000 km, non? Eh bien, c'est le cas de le dire, puisqu'il faut convertir la distance d en mètres. On écrit l'expression de la force gravitationnelle avec les indices T et L adaptés, puis on fait l'application numérique, et bim, encore un piège. Et oui, il ne faut surtout pas oublier le fameux carré. Enfin, on trouve le résultat et on n'oublie pas l'unité. À présent, entraînons-nous sur un calcul de force coulombienne en déterminant par exemple la force exercée par un proton sur un électron. Nous avons besoin des données suivantes: la charge du proton, la charge de l'électron, la constante K, et la distance séparant un proton d'un électron, c'est-à-dire à peu près la taille de l'atome, soit environ 10 puissance moins 10 mètres. Puis on réécrit l'expression de la force coulombienne avec les bons indices, sans oublier les valeurs absolues. Ensuite, on fait l'application numérique, et là, vous me voyez venir avec mes gros sabots. Eh bien, vous aviez raison, il y a un piège. Déjà, il faut faire attention à ne pas oublier le carré, et ensuite, ne pas taper sur sa calculatrice 10 fois 10 puissance moins 10 mètres. C'est 1 fois 10 puissance moins 10 mètres. Donc attention à ne pas vous tromper de puissance de 10. Puis il nous reste à calculer le résultat et à mettre l'unité. Dernier petit entraînement, calculons à présent la force exercée par un proton sur un autre proton. Nous avons besoin des mêmes données que précédemment, à la différence que cette fois, la distance entre les protons est du même ordre de grandeur que la taille du noyau, soit 1 fermi ou 10 puissance moins 15 mètres. Comme tout à l'heure, on écrit l'expression de la force coulombienne avec les bons indices, puis on fait l'application numérique, en faisant bien attention à ce que l'on écrit sur la calculatrice, puis on trouve le résultat en newton. Alors une petite remarque, ce résultat est très grand par rapport à l'interaction gravitationnelle entre deux protons. Les deux protons devraient donc s'éloigner, puisque ce sont des particules de même charge. Mais en réalité, ils sont maintenus ensemble grâce à l'interaction forte, qui agit comme une superglue. Voilà, j'espère que cette vidéo sur les interactions fondamentales vous aura été utile, et vous pouvez poser vos questions au prochain cours.